On est dans Alim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Nous sommes un soir de Hanouka, Parashat Miketz, et on a pioché forcément une lettre que Rabbi Nathan a écrite pendant Parashat Miketz. Pour lui, c'était Yom Sheni, Or li Yom Sheni, un dimanche soir. Pendant la troisième bougie de Hanouka, en 5594. Il écrit à son fils, Ahuvi beni chavivi, shalom lecha, al tira ve'al techat. N'aie pas peur, ki Hashem imecha. Kibalti mirtavcha ata, j'ai reçu ta lettre. Maintenant, à l'instant. Ven lipnai liashifcha barichut, j'ai le temps d'écrire une lettre brève. Et on va piocher qu'une notion dans cette lettre pour l'instant. On est dans la lettre numéro Kouf Chaf Vav, 126. Je sais pas si attends, je vais tout piquer. Gam eni yodea ma lichtov, je sais même pas de quoi t'écrire. Hine beinyan asher ata mishtadel avori. D'un côté, mon fils, tu t'efforces de subvenir à mes besoins pour les Shabbatot. Et en particulier le Shabbat à venir. Quand Rabbi Nathan il parle d'un événement, il dit Shabbat haba alenu letova. Le Shabbat qui vient, en hébreu c'est la même chose, le Shabbat à venir, le prochain, haba, mais il rajoute le Shabbat haba alenu letova, le Shabbat qui vient vers nous pour le bien, littéralement. L'approche, la guisha que tu exprimes, que tu choisis d'avoir envers un événement, elle détermine comment tu vas recevoir l'événement. Il ne faut pas être passif, il faut être proactif. Hetavta chasadecha, yeshalem Hashem, paolecha, uthi maskurtech, shelema, me'im Hashem. Tu as très bien fait, tu as fait un bon chesed en me donnant de l'argent pour Shabbat. Il va l'expliquer pourquoi. Alors juste, on doit faire une pause là, ici, parce que c'est quoi cette expression? C'est une expression qui est copiée-collée du Sefer Ruth. Ruth à Moabite, qui s'est converti. Dans le Sefer de Ruth, il y a 112 psukim. Comme dans la paracha qu'on vient de lire, dans Vayeshev. Et il y a uniquement 8 psukim qui ne commencent pas par un vav dans la parashat Vayeshev. Et pareil dans le Sefer Ruth. Il n'y a que 8 psukim qui ne commencent pas par un vav. Tous les autres psukim de parashat Vayeshev et de Sefer Ruth commencent par un vav. Alors, c'est quoi la notion du vav? Là, comme ça, j'ai pas encore trouvé. Ce chidouche là, cette remarque, c'est le Rokach, un Rishon, qui fait cette remarque. Vayeshev, il s'est assis. Il s'est installé, il a séjourné. Donc les 10 premiers psukim... Non, pas les 10 premiers. Il y a 8 psukim. J'en ai trouvé 2 qui sont vers la fin de la paracha, dans le Shevi'i. J'ai pas trouvé où sont les 6 autres. Qui commencent pas par un vav. Tous les autres psukim sur les 112 commencent par un vav. Alors, ça veut dire qu'il y en a 104. 104, c'est... Non, 106. 100... Ah oui, 108, pardon. Oui. 104. Il y a 104 psukim qui commencent par un vav. Et que 8 qui commencent pas par un vav. Ça fait 112. Ouais. 104, c'est 4 fois 26. 104 que je... Si tu veux. 104, c'est aussi une gematria qu'on doit avoir quand on mange du pain, d'après le Ben Ishraï. Mais c'est 4 fois 26. 4 fois Hashem Havaya. Bon, qu'est-ce que ça veut dire 4 fois Hashem Havaya? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais le 8, on connaît. Le 8, c'est les 8 bougies de Hanouka. Donc il y a ce lien entre Ruth, Sefer Ruth, qui est où on apprend pas de halachot, si ce n'est du chesed. Et la parashat Vayeshev, qu'on vient de lire la semaine dernière, et Hanouka.
Parfois, Hanouka tombe à cheval, comme je crois dans l'année où Rabbi Nathan a écrit, puisque là, ici, il est un dimanche soir à... Ouais, ça devait être... Oui, voilà, c'est ça. Si la première bougie de Hanouka, pour lui, il est un lundi soir, pardon. Hein. La première bougie de Hanouka, c'était Erev Shabbat, pour lui. C'était Shabbat. Donc, il a effectivement lu Vayeshev pendant Hanouka, cette année-là. Et donc, il a souligné le lien entre Vayeshev et Hanouka. Et le lien, il est à travers Sefer Ruth. Et il a cité un pasuk central, répété, dans Sefer Ruth, à son fils. Tu vois, c'est fou comment Rabbi Nathan, il transpire les psukim, il transpire la Kedusha. Et sur ça, on veut s'accrocher, monter dans le train, Bezrat Hashem. Pourquoi est-ce que il utilise cette expression double dans Sefer Ruth? Dans Sefer Ruth, Boaz, il dit à Ruth, Ruthi maskurter shelema. Pardon. Yeshalem Hashem paolecha, que Hashem il paye ton acte et que ton salaire soit complet, intact d'Hachem. Alors, l'expression simple, c'est que Hachem te donne une récompense dans ce monde-ci, mais que dans le monde futur, le capital en récompense à tes mitzvot soit intact. Que tu sois gagnant dans les deux mondes. D'accord? Parce que Ruth Moabite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné une vie royale. Elle était princesse. Donc elle a abandonné la vie de ce monde-ci pour aller vers la vie du Olam Haba, une vie spirituelle. Et Boaz lui dit que Hachem te récompense dans la vie matérielle, que tu sois enrichi, mais que ta démarche de développer une vie spirituelle soit elle aussi encore plus développée. T'as vu David Emeller dans ta descendance? C'est banco, tu as gagné le gros lot. Quel rapport entre Yehuda Tamar et David Emeller et... Alors, un instant. D'abord, on fait un lien. Ruth, elle et ses descendants, on les a traités pendant des générations, jusqu'à David Emeller inclus. Peut-être vous n'êtes pas juif, peut-être vous êtes mal converti. Donc, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. D'accord? Un converti, il a certains, pas défauts, mais il ne peut pas devenir un Dayan, un Nassi. Techniquement, il peut devenir Dayan. Mais bon, c'est quand même pas tout à fait évident. Tu vois comment il s'appelle les deux Zugot, les maîtres de Hillel, Azaken, Shmaya et Avtalion, ils étaient convertis. Comment est-ce qu'ils sont devenus Nassi et Avbeddin? Peut-être ils étaient fils de convertis, je ne sais pas. Un converti, il peut pas... une convertie, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Ok? Oui, bien sûr. Et même un converti qui se marie avec une convertie, une guillorette, leur fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Non. Il faut que, dans l'arbre généalogique de la fille, il faut qu'il y ait un Yichus, il faut qu'il y ait un ascendant, un père, un grand-père, une mère ou une grand-mère, qui soit juif de naissance. Incroyable. Pour qu'elle puisse se marier avec un Kohen. C'est un pasouk de Yecheskel, je crois, qui exige qu'un Kohen il se marie avec une fille qui a un minimum de Yichus, d'ascendance juive de naissance. Ok? Donc, ok, le converti, il n'est pas top au niveau de sa position sociale. Il n'a pas toutes les cartes en main. Et on le compare à qui? En faisant le lien avec le nombre de psukim, comme le Rokach, il a fait la remarque, à travers le fait qu'il y a 112 psukim qui commencent par un vav, sauf 8, c'est clairement la référence à Hanouka. Qui sont les personnages principaux de Hanouka? Les Kohanim. Donc il y a
un rapprochement qui est fait entre Madame la convertie par excellence, Ruth, qui a pendant plusieurs générations été mise au banc de la société, elle et ses descendants, vous êtes peut-être même pas juifs, on s'est moqué d'eux, et le Cohen, qui est la haute société du Ham Israël. Il y a un rapprochement qui est fait. Pour dire, ça, en tout cas, tu peux faire un rapprochement, tu peux souligner ce rapprochement, tu peux y voir que s'il y a une différence à l'achik, effectivement, comme on l'a expliqué à l'instant, il y a une différence à l'achik dans les options maritales. Le Cohen aussi, il est entre guillemets restreint au niveau de ses options maritales. Il ne peut pas se marier avec une convertie, avec une divorcée, etc. Ça lui limite ses options. Mais il est de la haute société, entre guillemets. Hachem, il nous dit, regarde, si moi-même j'ai agencé la Torah comme ça, avec les 104 vavim presque d'affilée, alors on peut faire un lien tout gentil, tout simple. C'est quoi la lettre vav en grammaire? Non, pas en gamatria, en grammaire. On l'appelle vav chibour. Le vav qui unit. Alors s'il vous plaît, arrêtez de faire des différences, de souligner les différences. Ok, vous connaissez les halachot. Il y a des halachot maritales et d'autres en qui concernent chaque partie du Ham Israël. Le converti, le Kohen, etc. Mais l'essentiel, c'est le chibour. Il y a 104 psukim, 4 fois le nom Havaya, le nom d'Hachem, dans cette parasha de Vayeshev. Et dans le Sefer Ruth. Et le but de ça, hein, c'est du chesed. Le pasouk qui se répète dans Sefer Ruth, c'est le chesed. Que Hachem récompense ton chesed. Et pourquoi est-ce que Sefer Ruth a été gardé dans le Tanakh, les 24 livres du Tanakh? La Gemara, elle dit, on n'avait pas besoin du Sefer Ruth, on pouvait le mettre à la Gnisa, franchement. Et on n'apprend rien dedans. Il n'y a pas d'halachot. Oui, on apprend des halachot dedans, mais qu'on aurait pu apprendre ailleurs. Mais comme il y a du chesed dedans, on apprend l'importance du chesed, alors il fallait qu'on le garde dans les 24 livres du Tanakh. C'est pas juste pour donner l'argent aux sofrim pour qu'ils l'écrivent. On a autre chose à faire quand même. Tu aurais pu mettre un autre livre. Voilà, la Megillah de Hanouka, elle n'est pas inclue dans les 24 livres du Tanakh. Elle est exclue. Au bénéfice de Sefer Ruth, par exemple. Même si Chazal disent que ce qui est écrit dans Megillat Antiyochus, la Megillah de Hanouka, c'est important, historiquement. Ok. Donc, on a fait le rapprochement. Même si les Kohanim, c'est la haute société, Ruth et sa descendance, on leur a cherché des noises on leur a cherché des poux pendant des générations. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, regarde, j'ai agencé les psukim de ma Torah pour te dire que ce qui compte, c'est le chibour, c'est le lien dans le Ham Israël. C'est pas la séparation. Et ça à travers les 8 bougies de Hanouka. Pourquoi est-ce que c'est important que tu saches, mon fils, on revient dans la lettre, que Rabbi Yitzhak, tu saches que c'est le chesed que tu m'as fait, en me donnant de l'argent pour préparer mon Shabbat, pourquoi c'est important? D'abord, Rabbi Nathan dit à son fils, Ein yodea alma ata mishtokek kolkach. Je ne sais pas pourquoi tu es tellement attaché à cette mitzvah de participer aux frais de mon Shabbat. C'est bien, mais sache que moi-même, je ne comprends pas pourquoi tu es aussi attaché. Uvehemet, ani be'atzmi ani yodea, uma shekatafta lekabel po kemach uvasar tov v'vo yafeh. Je ne connais pas mes... Aussi, il dit, toi-même, mon fils, tu ne connais pas mes besoins. De combien d'argent je vais avoir besoin? De combien de nourriture je vais avoir besoin? Je n'arrive pas à chiffrer combien je vais avoir besoin pour ce Shabbat. Et im tuchal lehavi od maod, si tu peux m'en apporter encore, ça serait mieux. Pourquoi? Parce que j'ai eu de nombreux invités.
Mais si tu ne m'amènes pas encore de l'argent pour Shabbat à venir, alors je ne veux pas te mettre sur ta tête la responsabilité. D'accord ? Tu n'es pas obligé de subvenir à mes besoins. Rak, Asher yé, juste ce qui est à ta portée. Alors, si tu peux participer, tant mieux. Vachem atov yaaseh vigmor ba'adchem. Et Hachem pourvoira à travers vous, à travers quelqu'un d'autre pour ce Shabbat. Et ce que tu donneras, Hachem te le remboursera. Hachem te pourvoira à tes besoins. Ve'im yirtze Hachem, et avec l'aide du ciel, je t'écrirai encore une autre lettre. Et l'autre lettre arrive, Erev Shabbat Kodesh, de cette même semaine, pardon, pas Erev Shabbat, la veille, le mercredi soir, Rabbi Nathan commence, donc dans la lettre 127, Kuf Chaf Zayin, Yair Hashem panav elecha, vichuneka, behearat Chanukah Hakadosh. Qu'est-ce qu'on apprend du démarrage de cette lettre avec la Birkat Kohanim? Alors, il y a un remèze très sympa. Les Kohanim, ils sont connus, encore aujourd'hui. Je me suis occupé d'un monsieur Cohen jusque dans ces années les plus difficiles. Les Kohanim sont Makpidim, Ezrizim. Les Kohanim sont exigeants. Quand j'arrivais chez lui, c'était un patient que je voyais à domicile. Il était très âgé. Et qu'il me criait dessus. Mais c'était gentiment, c'est juste... Bon, il était un peu dur de la feuille, probablement. Mais après, il s'excusait tout de suite. Et il me disait, mon fils, je suis désolé, mais nous les Kohanim, on est makpidim, on est exigeants. Parce que, tu comprends, on a la avoda du Beth Amikdash en nous. Alors, on est très exigeants avec nous-mêmes. Et forcément, ça rejaillit un peu sur les autres. C'est une bonne mida. Donc, nous, on doit apprendre de leur kpeda, de leur exigence. Après, il faut savoir le doser pour ne pas être un poids pour les autres. Et ils sont zrizim aussi, ils sont zélés. Et ça fait référence à une memra, je ne sais plus dans quelle Gemara. Non, c'est dans les Rishonim, c'est pas dans la Gemara, je crois. Il y a deux memrod, il y a deux manières de formuler cette ségoula. J'ai oublié dans quel Rishon c'est mentionné. Une fois, c'est écrit Hazaïr Bener Chanukah. Bener, pardon. C'est Zahir Ben... Je crois que c'est Ner Chanukah. Et l'autre fois, c'est écrit Haragil Bener Chanukah. Alors, Zahir, c'est celui qui fait attention. Et Haragil, c'est celui qui est habitué. Dans les deux, celui qui a fait attention ou qui est habitué au Ner Chanukah, à la bougie de cette fête, donc il va allumer tous les soirs. Peut-être il va allumer une bougie de plus chaque soir, comme on a l'habitude de faire. Peut-être il va allumer avec de l'huile d'olive. Peut-être il va allumer le plus tôt possible. En tout cas, il a une promesse. C'est quoi la promesse? Yahavinale banim talmidei chachamim. On va lui donner des garçons grands en Torah, des sages en Torah. Donc, tu vas me répondre maintenant, c'est chouette. Et effectivement, tous mes copains qui font attention à la mitzvah de Ner Chanukah, ils ont tous des enfants rabbins. Et c'est des bons. Hein. Ou alors tu vas me dire, tu débloques Mordechai? J'ai plein de copains qui font Chanukah correctement, et ils n'ont pas des garçons Talmidei Chachamim. Ils n'ont même pas de garçons, ils n'ont que des filles. Ou alors ils ont des garçons, mais c'est pas des grands rabbins, loin de là. Alors de quoi tu me parles? C'est quoi cette ségoula bidon? Alors, je ne connais pas toutes les conditions de cette ségoula, mais le fait que Rabbi Nathan il commence sa lettre pendant Chanukah par
ce passouk de Birkat Kohanim, ça nous rappelle, c'est quoi que les Kohanim, ils étaient makpidim. Nous, on allume notre ner Hanouka, oui. Est-ce qu'on l'allume en se mettant dans la peau du Kohen Gadol qui allume la menorah? Tu vas me dire, bah, détends-toi. C'est une mitzvah des Rabbanan. Le Kohen Gadol qui allume la menorah, c'est une mitzvah des Oraïta. Si jamais il le fait de travers, je crois qu'il paye cher. Ouais, je crois que c'est... Il y a un carré à la clé. Ou, en tout cas, c'est une mitzvah qui est grave. Ok? Il y a un parallèle, on a un interdit de profiter de la lumière de la menorah. Et on a aussi un interdit de profiter des Nerot Hanouka. Asur leishtamesh bahem el alirotam milvad. Alors, c'est vrai que c'est qu'une mitzvah des Rabbanan. Mais quand même, il y a un parallèle fort qui est fait avec la menorah. Est-ce que quand tu allumes ta bougie de Hanouka, est-ce que tu te mets dans la peau du Kohen Gadol? Si oui, alors on comprend qu'il y a Avinan le Talmid et Chachamim. Comment tu peux te mettre dans la peau du Kohen Gadol? Alors soit tu es Zahir, soit tu es Ragil. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu es Ragil, quand tu es habitué à faire attention à une mitzvah? Comment ça peut t'amener à avoir des enfants Talmid et Chachamim? Je te donne un autre exemple. Dans la pureté familiale, on dit si un couple font attention à toutes les vestotes, c'est-à-dire les dates, où madame pourrait avoir sa période qui revient. C'est un potentiel, c'est une date probable. Il y a 3 ou 4 ou 5, il y a plusieurs dates dans le mois. Tu vas me dire, ben non, c'est une date dans le mois, un cycle féminin, ça dure 28 jours. Ah, pourquoi tu vas m'embêter à ce qu'ils aient un comportement de séparation pendant la période permise, pendant 4 ou 5 jours par mois? C'est embêtant. En plus, il faut que je les calcule, lesquels jours? Oh, c'est une prise de tête. Si le mari et la femme font attention à calculer ces jours, chaque mois, juste parce qu'ils sont un petit peu experts sur le calendrier et qu'ils savent utiliser une calculette, faire une addition, alors leurs enfants, c'est pas ils seront des Talmidei Chachamim, ils seront, la Gemara elle dit, Raoui le Hora'a, ils pourront même enseigner. Hora'a, ça veut dire qu'ils vont être des enseignants ou même qu'ils vont être des Dayanim. Juste parce qu'ils sont médaillés. Juste parce qu'ils font gaffe à un détail des Rabbanan. C'est-à-dire les deux, ils sont impliqués dans le calcul des dates, machin et tout. Alors, soit tu dis, c'est une ségoula, parce qu'ils ont rajouté de la Kedusha dans leur foyer, leurs enfants vont devenir des Dayanim. Soit tu dis, les enfants, ils vont avoir un message inconscient, à telle date et telle date, papa et maman, ils changent de comportement. Il doit y avoir une raison, on va être attentif. Et donc, ils vont devenir attentifs aux détails. Ils vont pas comprendre si on leur explique pas c'est quoi, c'est halachot. D'accord? À l'âge du mariage, on demande pas à un khatan et une kala, dis-moi, tes parents, ils faisaient attention aux vastot? Bon, s'ils ont fait attention, on t'expliquera pas, tu connais déjà. T'as déjà téléchargé le dossier. C'est pas vrai. On leur explique. On nous explique. Mais, ça va stimuler chez l'enfant une attention pour le détail. Alors, pareil, si tu allumes les Nerot Hanouka avec une attention pour le détail, alors ça va te passer le message chez tes enfants. C'est quoi le détail par excellence sur lequel on doit faire attention à une mitzvah? À part les halachot. Qu'est-ce qui est important quand tu réalises une mitzvah? Et peut-être que les Rishonim, ils ont fait exprès d'être ambigus. Un, il a dit Azaïr, et l'autre, il a dit Haragil. Si tu es Ragil, si tu es habitué, ça peut être un gnaï, ça peut être un défaut. Tu es tellement habitué que tu le fais par routine. Mais on sait qu'on n'aime pas faire les mitzvahs par routine. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient clé dans une mitzvah
que tu fais avec habitude, mais positivement, pour tuer le côté négatif de l'habitude, la simcha. Rabbeinu, il dit, dans l'Ikouté Moran, j'ai oublié où, dans 2 Torot, je crois, qui s'appellent Yemei Chanukah. Il y a 2 Torot qui s'appellent comme ça. Yemei Chanukah, Hem Yemei Hoda'a. Ce sont des jours de remerciement. Yemei Hoda'a, Hainu Simcha. On avait dit qu'il y a 104 psukim dans Vaïchev qui commencent tous par un vav. 104, ça fait 4 fois Hashem Havaya. C'est quoi 4 fois le Shem Hashem? Tu peux dire ça fait référence aux 4 formes de Korban Toda. Aux 4 pardon, pas aux 4 formes. Oui, aux 4 personnes qui doivent amener un Korban Toda. Le malade, celui qui est sorti du désert, celui qui est sorti de prison, et celui qui revient d'un voyage. Sur la mer en général, mais en avion ça marche aussi. Quoique, l'avion c'est peut-être moins dangereux. Bon. Voyage. Et qu'est-ce qu'il doit amener? Il doit amener du chametz et de la matzah. Il doit ramener des pains sous forme de chametz et sous forme de matzah. C'est quoi le inyan de chametz ou matzah? C'est comme le inyan des ketoret. C'est Rabbi Nathan qui explique ça plusieurs fois dans l'Ikouté Halachot. Le fait d'associer le chametz et la matzah dans un korban, que ce soit obligatoire, c'est comme le fait d'associer la chelbena qui sent mauvais, le galbanum, aux 10 autres épices de la ktoret, des encens, qui sentent bon. Le fait de prendre ce qui sent mauvais dans ta vie et de le forcer, cette partie-là de ta vie, à être inclus dans ta joie, c'est ça qui fait la shlemut de la simcha. C'est-à-dire une joie parfaite. Une joie parfaite, c'est pas une joie où tu es détaché de tes soucis. Au contraire, c'est une joie où ta simcha elle est tellement forte qu'elle a réussi à englober, à attraper, à convertir, pour faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, à convertir tes soucis en simcha. Si tu as tel et tel souci, alors sache que Kadosh Baruch Hu, il t'aime. Pas parce qu'il aime faire des souffrances à quelqu'un qui a de l'émouna. Parce que Hachem, il veut par là te purifier, il veut te raffiner, il veut t'élever. Et ça passe aussi par des soucis. Quelqu'un qui n'a pas de soucis, alors il faut qu'il se fasse du souci, parce que ça veut dire qu'il a bientôt fini sa vie sur Terre. Ouais, celui qui passe 7 jours sans faire de rêve, la Gemara dit... 7 jours. Ouais. Non, mais sauf que... non, on a une issue. On a une sortie d'autoroute. Ça va, je souvent. Ouais, je me souviens 99 fois pas de mes rêves. Mais on sait... C'est embêtant si tu revues l'auto, alors. On sait que quand tu passes en phase paradoxale dans ton sommeil, que tu as forcément rêvé. Et c'est juste que ton cerveau, il n'a pas appuyé sur enregistrement. Mais tu as rêvé. Donc, tout ça pour dire, on a lu une phrase de Rabbi Nathan. Tout ça pour dire que si tu veux avoir des enfants Talmidei Chachamim, bien sûr, fais attention à toutes les halachot du Ner Hanouka. Mais encore une fois, combien de gens ont appris les quelques halachot qui concernent l'allumage de Hanouka et leurs enfants ne sont pas des grands rabbins? Parce qu'il reste l'ingrédient qui relie celui qui fait attention et celui qui est habitué à l'allumage de Hanouka, c'est la simcha dans la mitzvah. Si tu injectes la simcha dans la mitzvah en plus de faire les détails, alors effectivement, c'est communicatif. Il nous faut les deux. Donc Rabbi Nathan bénit son fils pendant Hanouka. Ya'er Hashem panav elecha. Que Hashem éclaire sa face vers toi. C'est quoi? Or pene melech, or pene Hashem, la lumière de la face d'Hashem, c'est que tu vois la hashgacha d'Hashem dans ta vie. Il y a plein de l'Ikouté Moran qui parlent de ça, et pas que Rabbeinu. Il y a plein d'Yam Israël, de Sfarim qui parlent de la notion de Kadosh Baruch Hu éclaire sa face vers nous.
Et Bekitsu, c'est d'être Besimcha. Besimcha de quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi. Que tu es content de la providence divine envers toi. Vichuneka. Oh tiens. C'est quoi Vichuneka? Tiens, c'est les mêmes lettres que Hanouka. Là-bas, ça veut pas dire Hanouka. C'est pas bien la chaîne Chinour. C'est juste que c'est les mêmes lettres. C'est quoi Vichuneka, c'est que Hachem te prenne en grâce. C'est quoi que Hachem te prenne en grâce? Très simple. Ah non, pardon, ça c'est dans la suite du pasuk. Qu'il fasse Nesiat Panim. Que c'est Kiboul Tfilot. Vichuneka, le chen. Rabbeinu dit que c'est. Pardon, c'est pas Kiboul Tfilot. Le chen, c'est que dans la Torah Aleph du Likoté Moharan, il dit quelqu'un qui étudie la Torah Be'amal, alors il a du chen. Et ce chen-là, il va amener, s'il associe ça à la Emouna, il va amener au Kiboul Tefilot, à ce que ses prières soient exaucées. C'est la Torah Aleph du Likoté Moharan. Comment, donc, en fait, ce que Rabbi Nathan est en train de dire en allusion ici, si tu te charges de Emouna dans l'Ashgacha Pratit, de la Simcha Kadosh Baruch Hu s'occupe de ta vie, et que tout va bien se passer, tout se passe déjà bien, et que tu développes une Simcha authentique de cela, de cette Emouna, ça va te donner les forces d'étudier Be'amal. Et évidemment, une fois que tu as étudié Be'amal, avec la Simcha, les enfants ils vont te voir. Ils vont dire, papa, il étudie la Torah Be'simcha. Pourquoi je m'en priverais? Si ça le rend heureux, moi je vais marcher dans ses pas. Comme dit le Orach Chaim HaKadosh. Attends, comment il commence sa phrase? La fameuse chanson. Ve'ilo ve'im hayu bnei adam margishim bemetikut va'arevut or haTorah. Si les gens connaissaient la douceur, le délice de la lumière de la Torah, alors ils deviendraient fous de l'amour d'Hachem. Et ça, c'est communicatif. Et ça produit des enfants Talmidei Chachamim. C'est juste que c'est quoi Hanouka? Rabbeinu, il dit dans la Torah, je crois que c'est sur la Torah tête, la Torah 9, où Rabbi Nathan base son premier commentaire sur les halachot de Hanouka, dans l'écoute halachot. Hanouka, c'est Trilat He'arat Hashana. C'est-à-dire, depuis Rosh Hashanah, c'est la première mitzvah exceptionnelle, saisonnière, depuis le début de l'année. C'est-à-dire que toutes les mitzvahs du mois Tishri, c'est pas vraiment toi. Il y avait une telle ambiance, tu as été porté. Tu vas me répondre, non mais attends, l'ouverture de la Parnassa, je l'ai acheté 15 000 €. Et là tu réponds. T'étais porté. Non, tu réponds Amen. Amen. Après, une fois que tu as acheté la tira de la Parnassa à 15 000 €, tu te dis, bon, mon loulav, je vais mettre un peu plus que 20 €, c'est normal. Et voilà, tu vas mettre les formes. Tu vas essayer d'être Be'simcha. La veille de Hoshana Rabbah, tu te dis, bah, maintenant que j'ai mis tellement les formes dans les autres mitzvot, je vais bien la faire la veillée. Je vais forcément réjouir ma famille. Attends, j'ai mis tellement de matériel, je vais au moins mettre de moi-même dans la mitzvah. Donc je vais réjouir les miens, je vais les faire sourire. Je vais pas attendre que ça me tombe dans le bec. Donc, en fait, Tishri, c'était que tu surfais sur la vague. Et si tu me réponds, oui, mais moi, j'avais pas 15 000 € à investir, donc non, j'ai pris un loulav à 20 € parce que c'est tout ce que j'avais. Ok, mais
tu surfais quand même sur la vague. Par contre, à Hanouka, on a eu tellement de galères, depuis Tishri, la vague, elle a eu le temps de s'estomper. Là, tu n'es plus en train de surfer. Tu es vraiment en train de ramer, c'est la force de tes bras qui t'ont amené jusqu'ici. C'est-à-dire, si tu es en train de faire le Ner Hanouka et que tu t'investis dedans, c'est parce que tu as donné de ta personne depuis le mois de Tishri. Et c'est ce don de ta personne, c'est Trilat He'arat Hashana. C'est toi qui as éclairé ton année. Tu as mis de ta personne dans l'année. Grâce à cette mitzvah de Hanouka, c'est le test. C'est, entre guillemets, le contrôle continu. C'est pas le partiel de fin d'année. Le partiel de fin d'année, c'est Elul. Contrôle de... Mais là, il y a un contrôle continu. Pour avoir une bonne note au contrôle continu, il ne faut pas réviser la veille. Ça fait des semaines que tu révises. Parce que tu ne révises pas pour le contrôle. Tu révises pour absorber, pour intégrer ce qu'on veut te transmettre. Ce que Hachem, il veut te transmettre. C'est quoi? Or Hashgacha. Hachem, il est avec toi chaque jour. Et toi, chaque jour, tu ouvres les yeux, comme tu m'as dit. J'ouvre les yeux, Modéani, Birkat Torah. Je ne sais plus à quel moment tu m'as dit que tu le fais. Et là, tu dis, Hachem, je veux être un véhicule de Havat Israël. Je veux que tu me prennes, moi, aujourd'hui, pour faire du chesed à quelqu'un. Tu fais ça tous les jours. À Hanouka, tu n'as pas besoin de faire un effort pour réussir ton contrôle de chesed. Ça coule de source. Donc voilà, on a lu une phrase de cette lettre 127. On continue. Besha azo kibalti mirtavcha. Je viens de recevoir ta lettre avant d'allumer la bougie de Hanouka. Vayalin nachad gadol, ça m'a fait très plaisir. Bifrat ma she'etafta la'asod binyan ma she'ketafta le'ades lididi Rash. Rabbi Shimon, je crois. Nero Yair. Hitzlachta vegam asita perit ehilanael. Tu as réussi et tes efforts ont porté leurs fruits. Si déjà tu sais que tu as fait une grande mitzvah et ton mérite est grand à de nombreux égards. De plus, mais si tu savais, comme moi je sais combien ta mitzvah est grande, pas juste ce que toi tu sais, mais ce que moi je sais, tu serais rempli de joie. On le voit pas dans la lettre, mais on devine que Rabbi Yitzhak, il lui a écrit une lettre en disant « Papa, je suis pas Bessimcha ». Et son père lui répond « Mais pourtant tu as de quoi l'être ». Et si tu ne sais pas de quoi toi tu as de quoi être Bessimcha, sache que moi je sais ce que tu as en toi qui mérite d'être Bessimcha. Alors appuie-toi sur moi. Aie confiance que moi je sais pourquoi tu devrais être Bessimcha. Quand Rabbeinu il allait partir de ce monde, Rabbi Nathan et les autres élèves ont mis longtemps à percuter que Rabbeinu allait partir. Dans sa biographie, dans Chaim Moharan ici je crois, plusieurs fois Rabbi Nathan il écrit, et là Rabbeinu a fait une allusion au fait qu'il allait partir, au fait qu'il allait être enterré. Et j'ai entendu l'allusion et je n'ai pas relevé. Parce que je n'étais pas prêt à reconnaître que Rabbeinu était un être humain et qu'il allait devoir partir comme tout le monde. Et là, il y a une fois où Rabbeinu a vu ses élèves particulièrement inquiets. Et là, il a dit la fameuse phrase « Alma atem lidog me'achar she'ani olech lifnechem. Simchu al korchi agadol. » De quoi est-ce que vous vous inquiétez? Parce que je marche devant vous. Appuyez-vous sur ma grande force. Al korchi agadol.
Appuyez-vous sur moi. Ah, mais Tu peux dire simplement, comme Rabbi Nathan, il a dit à son fils. Toi, mon fils, tu dis que tu as du mal à être Bessimcha. Mais reconnais que tu as de quoi être Bessimcha. Et si ça ne te suffit pas, s'il te faut 2 béquilles au lieu d'une, désolé, la blouse blanche revient. Alors sache que moi j'ai une 2e béquille en moi, pour toi. Elle est en moi. Appuie-toi sur ce que moi je sais de combien tu devrais être Bessimcha. Toi, tu ne sais pas combien tu devrais être Bessimcha. Mais moi, si je te dis que ça vaut le coup que tu sois Bessimcha parce que tu as un grand mérite, c'est juste que tu n'es pas capable de l'apprécier. Appuie-toi sur ce que moi je sais. Mais lui, quand il te dit de quoi avez-vous peur, parce que. Enfin, pour moi, c'est ça la. Tu connais Rav Israël Cardoner, Ouais. le maître de Sabbat Israël. J'ai lu il y a quelques jours dans un livre qui ramène plein de citations des livres Breslev sur le chapitre « Comment se comporter vis-à-vis des autres Rebbeim, des autres dirigeants de Chassidut, des autres grands rabbanim qui se présentent comme ayant un pouvoir de donner des brachot. Est-ce qu'on doit dire, non, moi je suis Breslev, moi je veux juste faire un tikkun klali et m'attendre à ce que ma délivrance arrive? Ou est-ce qu'on doit exprimer du kavod, montrer du kavod, aller prendre des brachot chez eux, aller étudier leurs enseignements? Comment se comporter? Et il cite une phrase de Rabbi Nathan. Une lettre, pardon. Une lettre ici, dans Alim la Troufa. J'ai oublié quel numéro. Et il dit Oi, il y avait un Mefursam Gadol. Peut-être c'était un bon tzaddik. Un homme célèbre. Un baba célèbre, un admour, qui est passé dans telle ville. Et il a investi toute la nuit, il a donné toute sa nuit pour recevoir les gens et leur faire des brachot. Et il y a quelqu'un, le shamash, lui a dit, toute la nuit, les gens, ils ont demandé des brachot matériels. Et Rabbi Nathan, il a dit, oh, Vé, c'est pénible. Vé, c'est un cri de peine, de douleur. Oh, Vé, en yiddish. Oive, a ganze Nacht, toute une nuit, pour la matérialité. Et quand est-ce qu'on va s'occuper un peu du spirituel? Rav Israël Cardoner, plus tard, donc quelques 100 ans plus tard, il était en Ukraine, en Pologne, je crois aussi, et il allait comme ça d'un rebbe chassidique à un autre rebbe, et il demandait des brachot. Et à chaque fois, il témoigne, peut-être pas à chaque fois, j'espère, mais souvent, le rebbe lui disait, « Nous, tu veux une bracha, pourquoi mon fils? La santé, la parnassa, tu veux quoi ?» Et lui, de répondre à chaque fois, « Non, ça c'est de la matérialité, je m'en occupe pas. Moi, je veux une bracha pour la yirat shamayim. » Est-ce que vous avez un rebbe qui s'occupe de yirat shamayim? Rav Israël Cardoner. Et Rav Israël Cardoner témoigne, quand j'ai trouvé les Breslevers, alors j'ai trouvé ma place. Là, c'est des gens qui me donnent une bracha de yirat shamayim. Tous les gens étaient passés voir le Rav pour des brachot matériels. Et Rabbi Nathan, il dit, Oive, ça va pas. Il n'y a pas un qui ait vu une bracha pour la douche. Ils étaient affairés à des problèmes matériels. Je dis pas qu'ils n'en avaient pas. Ils avaient certainement chacun qui sont passés des problèmes matériels brûlants. Mais que tous ces gens-là, il n'y en a pas un, dans la nuit, qui a dit, moi ça vaut le coup que je fasse la queue pour demander une bracha spirituelle. Il aurait dû en avoir.
Quelqu'un qui est prêt à faire la queue pendant quelques heures et qui est présent devant le Rebbe, et au lieu de dire « Attends, Tata qui est malade du cancer, oui, bon, oh si je vais demander pour ça. Ok, la Yirat Shamayim. Demande de la Yirat Shamayim. Quand tu vas allumer le Ner Hanouka, tu vas l'allumer avec Simcha. Ça va ensemble. Yira et Simcha, ça va ensemble. Comment, c'est un mot assez connu où Rabbeinu, il a lu dans les pensées de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il vient voir Rabbeinu et il lui dit, je l'ai déjà raconté ici, dans notre enregistrement. Et il dit à Rabbeinu, Kvod Harav, Shabbat, j'ai du mal à être Besimcha. Et vous avez dit qu'on doit être Besimcha pendant Shabbat. Mais moi, pendant Shabbat, j'ai un sentiment, il a dit en yiddish, de Frumkeit. Ce mot, il n'existait pas comme nous on l'entend aujourd'hui, Frum. Frum en yiddish, ça veut dire être religieux, être orthodoxe, être... mais pas dans le sens officiel où on l'entend aujourd'hui, dans le sens pnimi, intérieur. J'ai un sentiment de Yirat Shamayim. Et ça me remplit, et j'en tremble, j'ai peur. Donc j'ai pas de simcha. Et du coup, ça déséquilibre ma simcha. D'accord. Lui, Rabbi Nathan, il pensait que la simcha dont Rabbeinu parlait, c'est de l'exultation, c'est de l'excitation, c'est extérieur. Et lui, puisqu'il a un mouvement intérieur vers la Yirat Shamayim, il s'est dit, ça peut pas aller ensemble. Et Rabbeinu lui répond, sache que le plus important à Shabbat, c'est pas ton côté froum, ton côté crainte de pas respecter une halakha. Ah, Rabbi Nathan, il dit ça? Ouais. Il lui dit, fais attention d'être Besimcha pendant Shabbat. Et là, Rabbi Nathan y pense, oi, comment je vais faire ça? Ouais, j'ai pas les outils. Comment je vais réussir à entretenir la Simcha pendant Shabbat? Waouh, maintenant j'ai peur. Et là, Rabbeinu lui répond, il a lu dans les pensées de Rabbi Nathan. Ou alors, tu peux dire qu'il est d'une finesse psychologique extraordinaire. Rabbeinu, il dit à Rabbi Nathan, maintenant, tu as de quoi t'inquiéter. Inquiète-toi d'être Besimcha. Au lieu de t'inquiéter, peut-être que tu vas toucher un mouktsé, peut-être que tu vas avoir une pensée de préparation pendant Shabbat, c'est pas bien. Il parlait de quel simcha? De vivre sur la chatz, ou il parlait de simcha genre, être Besimcha de Shabbat. Être Besimcha, d'être occupé au mitzvot de Shabbat. Inquiète-toi de ça. Ça devrait être ton inquiétude, d'être Besimcha. Les autres, les inquiétudes techniques, il faut les avoir, il faut connaître la halachot Shabbat, sinon c'est impossible d'être shomer Shabbat. Ça, c'est ce que je dis aux autres quand... Vechaet en li pnai kla le'arich. Maintenant, je ne peux pas t'écrire plus dans cette lettre. Va'anashim omdim alai she'ani mukhrach ledaber imam. Et il y a des gens qui m'attendent pour leur parler. Hashem yisamechu behanes shel Chanukah. Que Hashem nous réjouisse dans le miracle de Chanukah. Vechen ya'ase imanu nisim veniflaot gam ata shenizke le'akiro behemet mitoch rov simcha. Là, il y a une double notion à expliquer. Ve'imirtse Hashem beyom machar tavo leshalom ufanim el panim asaper lecha ma she'avar po. Et demain, je te verrai face à face. Il écrit une lettre à son fils. Il y a quelqu'un qui, à l'instant, va prendre la lettre et va le rejoindre. Mais de toute façon, ils vont se voir le lendemain. T'imagines? Tu as écrit une lettre à quelqu'un alors que tu vas le voir demain. Ouais, c'est un peu chelou. Il y a une nécessité d'écrire. Quand tu couches sur le papier tes sentiments, tes pensées, tu leur donnes une puissance, tu leur donnes une réalité physique dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut relever ici? V'chen ya'ase imanu nisim.
grâce au fait qu'on va reconnaître les Akiro, on va mériter de reconnaître Hachem Behemet. Alors, d'abord, le mot Behemet. Dans les deux brachot, non, la bracha, pardon, qu'on dit après, la bracha de Gal Israël, qu'on dit après le Shema Israël du matin, on dit 8 fois le mot Emet. Entre Hachem Elokechem Emet de la fin du Shema Israël, jusqu'au 8e, j'ai oublié comment il se termine, on dit 8 fois le mot Emet. C'est-à-dire que le mot Emet, il n'est pas oui ou tout ou rien. De la même manière que les Nerot de Hanouka, tu pourrais dire une idée farfelue, bah t'as qu'à en allumer 8 tous les jours. Et on te répondra, non monsieur, c'est progressif. Même Beth Shammai, on ne fait pas comme eux pour l'instant. Ils disent, tu allumes 8, puis 7, puis 6, etc. Tu allumes 8 tous les jours. Parce que le Emet, il est progressif. Tu ne peux pas attraper tout le Emet d'un coup. Alors quoi, je vais mentir toujours un peu? Tu vas, avec ton niveau, avec tes capacités de maintenant, tu vas chercher à être authentique, Emet, Amiti. Et grâce à ça, tu vas progresser. Tu vas allumer 2 Nerot Hanouka. Tu vas faire briller la lumière de la vérité plus fort. Rav Biton, Rav Yaakov Biton de Sarcelles, chez Yechie, il raconte quand il a embauché je crois que c'est un ouvrier juif, qui a tenu à participer du mieux qu'il pouvait pour préparer comment on dit, c'est un carrelage mural pour embellir l'école de Rav Biton. Et il voulait polir le mur avec une machine qui sert à lisser, d'accord, pour rendre le mur brillant, lisse et même brillant. Alors, il utilise un certain grain pour lisser le mur, polir. Une fois qu'il a utilisé cette taille de grain, il prend une lumière forte et il flash la lumière sur le mur et on voit des imperfections. Et il vient de lisser. Très bien. Maintenant, là où je vois les imperfections, je prends un grain encore plus fin et je vais poncer. Okay. Jusqu'à ce qu'il a pris un projecteur puissant. Il a recommencé comme ça plusieurs fois l'opération. Il a flashé. Et là, il a vu encore plein d'imperfections qui ne se voyaient pas au premier coup. Parce qu'il avait pris une petite lumière. Quand tu augmentes la lumière du Emet, c'est-à-dire ta perception d'Hachem, ta Yirat Shamayim, ta sensibilité à l'intervention d'Hachem, à la Hashgacha Pratit dans ta vie, alors tu vois plus d'imperfections. Mais c'est pas pour t'accabler, pour te culpabiliser. C'est pour te rapprocher d'Hachem. Pour voir où est-ce que ça vaut le coup de prendre ta ponceuse et de poncer encore une fois. Mais à chaque fois, c'était avec un grain plus fin. Donc ça, c'est pour le mot Emet. Le mot Emet, il est à mettre puissance 8. À chaque fois que tu rajoutes de la Kedusha dans ta vie, de la lumière, alors sache que c'est à double tranchant. Oui, c'est bien la Yirat Shamayim, mais ça sert à te corriger. Ne l'utilise pas pour te culpabiliser. Ne prends pas à l'envers le message de la Kedusha. Prends le message Behemet, Mitor Rov Simcha. C'est quoi Simcha? C'est un chibour avec Hachem. Comme on avait dit, le Vav Chibour de Parashat Vayeshev et Seferot. Il faut que la Torah, hein, tu l'utilises comme un liant. Un liant avec toi et Hachem. Rabbeinu, il dit, quelqu'un qui n'est pas Besimcha, je ne suis pas avec lui. Il n'est pas connecté à moi. Hachem dit ça. Hachem, il dit ça et Rabbeinu, il dit ça aussi. Que Hachem, il dit ça, c'est évident. Mais que Rabbeinu, il dit ça, hein, Rabbeinu, il pourrait dire, moi, je vais même avec ceux qui ne sont pas Besimcha. Rabbeinu, il dit, quelqu'un qui n'est pas Besimcha, qu'il sache
je ne suis pas avec lui. À lui de faire le premier pas, d'être Bessimcha. C'est chaud pour moi. C'est un effort. C'est un effort. C'est chaud pour moi au début d'heure, alors. En tout cas, ce qu'on doit dire avant même de la nécessité de la Simcha, ce qui est plus fréquent dans nos contrées qui ont été labourées par Esav, par la civilisation occidentale, le Hémet ne doit pas amener à la culpabilité. Le Hémet, il doit éclairer ta vie. De Simcha. C'est-à-dire quoi le maître de pas... C'est-à-dire quoi le maître de pas... Tu ne dois pas utiliser la vérité, ta hirat shamaim, ta conscience exacerbée de la présence d'Hachem, tes connaissances en Torah, les halakhot que tu as étudiées, tu ne dois pas laisser ça alourdir ta vie, mais porter ta vie. Tu dois l'utiliser ça pour te rapprocher d'Hachem, pour vivre heureux avec Hachem dans ta vie. Si ça amène une lourdeur, ça a été utilisé à l'envers. Cet ouvrier qui a amélioré, a rendu le mur encore plus lisse, il était content de le faire. Et il y a une halakha qu'on dit dans Birkat Hamazon. Si quelqu'un, dans Birkat Hamazon, il oublie de dire Alanissim Bime Matityahu ou Apurim Alanissim Bime Mordechai ve'Esther. Il oublie. Alors dans les Harachaman, le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, il fait la remarque, il a qu'à rajouter le paragraphe suivant. Harachaman hu ya'aseh lanu nisim. Depuis quand on a le droit de demander à Hachem de nous faire des miracles? Dans l'Ikutei Halachot, c'est dit explicitement, et ailleurs aussi. Hachem n'aime pas faire des miracles. Alors pourquoi tu m'encourages dans une halakha à lui demander de faire des miracles? C'est pour ça que Kislev s'est appelé le Chodesh Hanissim. Tu vas me dire, non, c'est Nissan. On est sorti d'Égypte avec des miracles mirobolants. Même le nom du mois, il s'appelle Nissan. Il y a le mot Nes dedans. Kislev, c'est le mois des Nissim. Parce que le but des Nissim, c'est chez Nizke Leakiro Behemet Mitoch Rov Simcha. Le but des Nissim, c'est pas de te mettre une crainte du ciel qui va te paralyser. De te mettre un électrochoc. Hachem, il te dit, je suis là! C'est pas ça le but. Le but, c'est que grâce à ta sensibilité au Hémet, à la lumière spirituelle d'une mitzvah de Ner Hanouka, c'est petit, techniquement, c'est petit. Ok, il y a quelques détails à connaître. Mais c'est pas un truc de grand religieux. Ça coûte pas cher. Il y a marqué quoi dans cette Égypte? Quand il y a eu les Nissim, je le fais en français, je ne les connais pas, je n'ai pas les mots en hébreu, mais ils virent la main de Dieu et ils eurent foi en l'Éternel. Oui, ça s'appelle un hold-up. J'ai pas les mots en hébreu. Ça s'appelle un hold-up. Je ne sais pas si on emploie Ira ou Emouna. C'est comme si quelqu'un, il rentre dans une banque où les comptes sont presque vides et il dit « Ceci est un hold-up. Vous allez mettre dans les comptes tout l'argent que je vous donne. Et que ça saute. Ouvrez les coffres, voici des milliards. Maintenant, vous êtes riches. » À l'envers. Oui. Hachem, il nous a forcé à avoir la Emouna. À Hanouka, c'est l'inverse. Comment ça, c'est l'inverse? À Hanouka, Hachem, il dit, il fait froid, hein. Les jours sont très courts. Il fait nuit une majorité, la plus grande partie des 24 heures. En gros, vous avez le cafard. Je vais vous donner une mitzvah. Attention, elle est tout sauf spectaculaire. Vous allez allumer une bougie. Et si vraiment tu veux faire le religieux, tu allumes une bougie de plus par soir. Et si tu veux, t'as qu'à chanter Maoz Sour. Waouh. Et il est où le spectacle? Il n'y a pas de spectacle. Dafka, c'est devenu... Le spectacle, c'est ta simcha que tu vas mettre dans la mitzvah si tu veux. Mais on va pas t'obliger. On va pas te dire de faire un seder. On va pas te dire de te déguiser. On va rien te dire. Fais ta mitzvah.
Tu veux faire une Hanouka en argent et mettre des plein... D'accord, si tu veux. Mais tu as allumé une bougie, on te dit, monsieur, c'est cachère, tu peux aller te coucher. C'est bon, t'as fini. Ah bon? Ah, je vais le faire! Et si tu le fais, ça va te faire rentrer dans ton cœur une émouna dans la Hashgacha d'Hachem. Et sur ça, on va valider ton jugement de Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, tu surfais sur la vague. Et maintenant, tu surfes plus du tout. Maintenant, c'est toi qui fais l'effort. Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'allumer une bougie? Parce que c'est compliqué d'être Bessimcha, de faire un acte aussi simple que d'allumer une bougie. Quand je prends 4 espèces et je les secoue et elles sentent bon, il y a 2 odeurs. Il y a le hadas qui sent bon, il y a le hétrog qui sent bon, et le palmier dattier il porte des fruits, des dattes qui ont un bon goût. Et je vais faire attention que les 4 espèces elles soient belles. Et ça m'a coûté des sous. Je suis obligé d'être des simcha. Je me suis tellement investi. Il y a une ambiance. Il fait beau. Mais tu vas me dire, mais même si je suis dans un pays où il fait pas beau, je me suis investi là-dedans. J'ai fabriqué la souka. Il y a une ambiance. J'ai mes habits de Yom Tov. Je suis en congé. Là, Hachem il nous dit, prends pas un jour de congé. Non. Rentre du travail. Et allume ta Hanouka. Tu sais quoi, même si tu l'allumes pas à la sortie des étoiles, tu l'allumes plus tard, c'est le kasher, c'est bon, t'as fait la mitzvah. Et si je reste pas une demi-heure devant les nérotes, c'est bon, c'est kasher, t'as fait la mitzvah. Oui, l'année dernière, je crois, j'allumais la Hanouka et je partais retourner au cabinet pour travailler. Et Hachem me disait, bravo, t'as fait la mitzvah. Et moi, dans ma voiture, je faisais, je voudrais rester devant les nérotes. Je voudrais chanter avec mes enfants. Pourquoi j'ai donné un rendez-vous à un patient juste après l'allumage des nérotes? Hachem me dit, mais non mon fils, c'est bien, sois joyeux d'avoir fait la mitzvah. J'ai du mal Hachem, j'ai juste allumé un air, ça vaut le coup d'être Bessimcha. Hachem me dit, oui, c'est là qu'on va tester si tu es Bessimcha d'une petite mitzvah, ou s'il t'en faut des montagnes pour commencer à être Bessimcha. C'est devenu une fête joyeuse, Hanouka. Mais est-ce que tu es content de ta petite mitzvah ou est-ce que tu es content de l'ambiance? C'est ça qui compte. Tu prends pour une, c'est la même chose. Et si on te prive de l'ambiance, est-ce que tu arrives à être content de la simcha? Mais dans toutes les fêtes, c'est pareil. Tu peux pas. L'ambiance fait partie de la. Non, c'est ça qu'on nous dit. Et le test, c'est regarde ta mitzvah la plus simple qui soit. Comme cet ouvrier, il est en train de polir un mur. C'est pas abracadabresque. C'est simple, polir un mur. C'est ennuyeux de polir un mur. Mais lui, polir un mur, c'était pour lui un examen. Un test. Est-ce que je suis en train de faire un bon travail? Tu prends ton air Hanouka, tu l'allumes, zéou. Et là, tu regardes en toi, est-ce que ça reflète de la simcha? Ou est-ce que ça révèle des imperfections? Et tu vas me dire, bah ça fait les deux. Oui, la lumière, quand il mettait le projecteur sur le mur, ça reflète. Et là où il voit une imperfection, il la voit mieux. C'est quoi là où je vois une imperfection? C'est là où, au lieu de voir la Hashgacha d'Hachem, la lumière qu'Hachem il est censé refléter sur moi, parce que je kiffe, je profite, je déguste constamment le fait qu'Hachem il est Mashgiach Alay, il exerce sa providence sur moi, il me surveille, il m'accompagne, il me guide. Là où je dis, bah, écoute, tu sais quoi, Hachem, ce soir, j'ai dû annuler mon cours d'Ogmara parce que j'ai accompagné ma fille à la patinoire. Véridique. J'allais pas payer un taxi pour le faire, j'allais pas envoyer ma femme enceinte de 8 mois pour l'accompagner à la patinoire. Ouais. Non. Alors quoi, il y avait une option. J'annule mon cours d'Ogmara qui est en même temps que l'heure à laquelle je dois amener ma fille à la patinoire. Et en plus, je vais appeler ma chavruta pour lui dire de se pointer 30 minutes plus tôt pour faire notre limoud sur Alim la Troufa pour que je puisse être à l'heure pour récupérer ma fille à la patinoire. Et je sais pas encore faire vite. Alors, soit je dis, oh là là, t'as vu?
Oh, j'ai pas encore fait vite. Est-ce que je vais faire vite, Béminian? Je sais pas. Oh, je suis fatigué. Oh là là. Ou alors j'ai dit, t'as vu Hachem? Tu m'as donné la bonne idée d'avancer notre limoud de 30 minutes pour que je puisse déposer ma fille à l'ouverture de la patinoire et la récupérer à la fermeture. Ah, la classe! Tout fonctionne! En plus, ma raconté, il a dit oui. En plus, on a trouvé la choule ouverte. Ça pourrait être une choule qui ouvre pile à l'heure et pas en avance. Merci Hachem. Donc, à toi de choisir. Est-ce que tu vas prendre le Hémet? Et si tu le prends, alors prends-le Besimcha. Et si tu fais ça, à Hanouka en particulier, Havinale banim talmidei chachamim. On t'amènera des fils grands en Torah. Pourquoi? Parce que tu as pris l'essentiel avec l'accessoire. Le Icar et le Tafel. Tu veux une tartine de confiture? Oui. Ribal. Est-ce que tu veux manger le pain ou la confiture? Ah, moi je lâche la confiture et je te rends la tartine, papa. D'accord, ma fille. Ah, le fameux... Tu grandis un peu, s'il te plaît. Tu as 7 ans maintenant. Ma fille que j'ai récupérée, on l'a fait ses 7 ans aujourd'hui. Ah, comme ma fille. Elle est née... Alors, on dit c'est 7 ans, c'est l'âge de raison. Ma fille, c'était hier. 24, qui se lève. T'as vu 25, ta fille? Non, elle, c'est le Chet Tevet. C'est en Chol. D'accord. Ah oui. C'est bien. Alors, nous, on a un peu plus que l'âge de lécher la confiture et de rendre la tartine. Avec Hachem, c'est pareil. Quand on fait des halachot, Mechila, mais les halachot, c'est la confiture. C'est des choses qui sont faciles à attraper. Ouais, j'ai coché la case, j'ai allumé les nérotes. Au début de la première demi-heure, je suis resté devant les nérotes pendant 30 minutes et j'ai fait tous les télim qu'on m'a dit de faire. Et j'ai fait 7 fois le télim Yoshev Beseter Elion. Et la simcha, elle est où? Je sais pas. C'est ça, simcha. C'est de faire... La simcha, c'est pas d'avoir coché la case, d'avoir fait toutes les ségoulottes possibles. La simcha, c'est juste d'être content d'avoir fait la mitzvah. D'être content, d'être honoré qu'Hachem t'a donné une mitzvah à faire. Lirot or pene melech. Que ce soit la lumière du roi qui jaillit sur toi. C'est quoi la lumière du roi? C'est que tu es honoré, que le roi il s'adresse à toi, il te donne une mitzvah. C'est pas que tu as coché la case. C'est que Hachem t'a donné une mitzvah. C'est ça la simcha. Voilà, comme on a parlé de Pessah en termes un peu négatifs, on va parler de Pessah en termes positifs. Il y avait un bonhomme qui faisait son seder de Pessah avec son ami Mekoubal, un kabbaliste. Et à la fin du seder, il est content. Il a fait tous les léchés michoud, il a pensé à toutes les kavanotes. Et le lendemain matin, il se retrouve avec son voisin qui est un homme très très simple, mais c'est des bons amis. Et l'homme très très simple, il dit « Ah, je suis content. On a passé tout un seder à penser à Hachem. » Sous-entendu, moi je fais pas de kavanot, je sais pas comment ça s'écrit, un yichoud, un léchem yichoud, je sais pas comment ça s'écrit. Et l'ami du Mekoubal, qui a fait toutes les kavanotes avec les shemotes, machin chose, il dit « Ah oui, effectivement, j'ai oublié ça. J'ai oublié de penser à Hachem pendant le seder. » Alors, il y a ça. Que tu veux cocher les cases, hinematov. Mais ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ou plutôt, prends le bébé avec l'eau du bain.